Bienvenue une fois de plus ce soir à cette autre édition du Grand Soir. Le Grand Soir de ce jour, deux sujets vont nous intéresser, mesdames, messieurs. Nous irons du côté de l'Assemblée nationale. Constater que de ce côté, les membres, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, surtout un député, fait des révélations assez graves. Il parle de 80%, n'est-ce pas, de chômage au Cameroun. De quoi il est question? Est-ce que nous parlons du chômage ou alors de sous-emploi? Dans cette émission, nous allons décrypter, analyser qu'est-ce que le chômage, qu'est-ce que les sous-emplois. Ce sera accompagné de nos invités. Également, le deuxième sujet à l'ordre du jour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça nous vient, n'est-ce pas, du côté de la fonction publique. De ce côté, pas moins de 1000 agents donc ont été radiés de ce côté. Le ministre de la fonction publique a donc radié 100 172 agents des effectifs qui s'ajoutent donc à d'autres qui avaient déjà été radiés. Mesdames, messieurs, nous allons faire l'autopsie de cette information dans cette émission. Ils sont déjà bien installés, nos invités. Nous allons les accueillir tout juste après cette réclame. Donc accueillir nos invités. Je vais donc commencer par accueillir celui-là que j'accueille pour la toute première fois. Vincent Ateba. Bonjour ou bonsoir. Je vais vous dire salut. Bonsoir, monsieur Omba, et je vous remercie pour l'invitation. Je salue l'équipe technique qui nous accompagne ce soir. Je salue également le panel avec qui je compte m'échanger. Je salue également vos milliers de téléspectateurs qui ont l'engouement de vous suivre chaque soir. Et comme un souhait de mes sincères condoléances à la famille éprouvée durement ce matin en Gomo du village, donc comme on a perdu l'une des nôtres, c'est-à-dire notre belle-sœur, qui nous était vraiment très chère. Il s'agit donc de Singhi. Donc je souhaite sincèrement mes sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Okay. Donc, une fois de plus, je vous remercie pour l'invitation. Merci. C'est vrai que c'est la toute première avec vous. Vous êtes un habitué du plateau. Oui. Merci. Je rappelle que vous êtes fiscaliste. Fiscaliste, n'est-ce pas? Vous êtes fiscaliste. C'est de cela il est question. Peut-être hier, on devait vous avoir sur ce plateau, mais c'est pas un problème. Nous allons nous rattraper d'un moment à l'autre. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. Il n'a plus à présenter. L'activateur politique, François Bikouro. Salut, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation que vous m'avez faite. Apparemment, quelque part, vous êtes églésien. Zéglésien. Zéglésien. Oui. Okay. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont les églisiens. Les églisiens. Les églisiens, tout simplement. Les églisiens. Ok. Il paraît que ceux qui sont à Tinga, c'est églisiens. Nous sommes les églisiens, Z au début. Ok. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir. Ok. Beaucoup de gens, en voyant, n'est-ce pas, l'annonce de l'émission, se demandaient, il est d'où? Il est de quel parti? Activateur politique, qu'est-ce que ça veut dire? Mais apparemment, il est dans un parti politique et que vous devez assumer cela, que vous êtes du RDPC. Jusqu'à preuve de contraire, du RDPC n'est pas un délit. Donc on n'a même pas besoin de s'expliquer. Sauf si vous trouvez quelque chose à cela. Je suis non seulement du RDPC, mais un très haut cadre du RDPC. Le problème avec les Camerounais, c'est qu'ils sont habitués à des attitudes, à des actes, à des activités non conformes. On a appris aux Camerounais que celui qui dit que Paul Biya est bon est du RDPC. Celui qui dit que la route et Bolova Kribi passant par comme deux n'est pas bonne, il paraît qu'il est de l'opposition. Nous sommes des acteurs politiques qui sont allés en politique parce qu'ils n'avaient pas faim.
Parce qu'il paraît aussi que la politique depuis 1990 a donné l'illusion à certaines personnes qui ont perdu les postes de pêcheurs, les postes de vendeurs à la sauvette, qu'en allant dans un parti politique, les gourous leur disent que c'est un job qu'ils viennent de créer. Vous allez les voir qu'ils ne font absolument rien. Okay. Toute la semaine, ils passent de radio en radio, de ceci, avec un seul mot à la tête pour le billet Mosgo. Ok, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau, habitué de ce plateau également. Benoît Feujeux, bienvenue. Bonsoir à vous, Charles Apollinaire Wangwa. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Et bonsoir à vos illustres invités. Merci d'être là ce soir. Je rappelle que vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes également élu, n'est-ce pas, de la commune de Yaoundé 7e. C'est exact. Conseiller municipal. Ça marche. Et grand conseiller également dans la ville de Yaoundé. Je vais faire quand même une petite précision sur la seconde désignée grand conseiller. Vous savez, grand conseiller, ça ne tient pas. C'est vrai que vous êtes journaliste et ça sera un peu curieux que vous compreniez que je vous dise que je ne suis pas grand conseiller alors que vous me voyez siéger au sein du grand conseil. En effet, le conseil de la ville est constitué de 10 grands conseillers sortis de chaque arrondissement. Et de ces 10 conseillers, ils sont accompagnés par le maire titulaire. Donc quand je suis à la mairie de la ville, je siège à la place du maire de Yaoundé 7. Ok. C'est pour ça que si vous regardez, vous allez toujours voir placer le fronton devant moi, maire de Yaoundé 7. J'espère que c'est pas l'usurpation de titre. Oh non, parce que vous n'êtes pas élu maire. Vous êtes conseiller municipal. Non, le maire peut déléguer. C'est sa fonction, soit un adjoint, soit un conseiller. Son adjoint. Est-ce que vous êtes adjoint maire? Le conseiller municipal est égal à l'autre. N'oubliez pas que nous sommes tous les conseillers municipaux. Ok, je sais bien. Le maire est d'abord conseiller municipal. Alors donc, le maire délègue ses pouvoirs à qui il veut. Ok. Dans le conseil, pourvu qu'il soit dans le conseil. Surtout pas les pouvoirs de signature. Merci. Nous allons accueillir un autre sur ce plateau, Lionel. Bienvenue. Bonsoir Apollinaire, bonsoir Charles, bonsoir à mes aînés, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs, bonsoir aux militants du Social Democratic Front qui sont sur le terrain en train de mouiller le maillot pour pouvoir apporter un avenir meilleur aux Camerounais. Une pensée pour notre trésorier national, l'ancien maire de Bafouth, qui a été kidnappé il y a quelques jours chez lui à Bafouth, où il était en train de mener une action sociale qui est encore entre les mains des ravisseurs. Nous prions que ces ravisseurs puissent nous écouter et comprendre que nous ne sommes pas en guerre avec eux. Nous ne faisons que batailler pour que ce pays soit meilleur. Si ils disent qu'ils sont en train de bagarrer ou batailler pour l'avenir meilleur pour ce pays, il faudrait bien qu'ils arrêtent des exactions sur les populations. Parce que les populations, que ce soit les populations civiles ou militaires, ce sont des personnes qui ont un droit et si vous exprimez votre droit avec la violence, vous ne vous ferez pas entendre. Donc, j'appelle également les populations ou les militants du Social Democratic Front de la Mainze en général ou de Bafouth, de l'arrondissement de Bafouth, à être serein et de prier pour que notre camarade soit libéré. Alors, vous parlez de kidnapping. Nous allons donc immédiatement enchérir avec le sous-préfet d'Idi Abato, qui a été donc kidnappé il y a cela quelques jours. Et aux dernières nouvelles, on ne comprend pas, on ne sait pas. Bon, les ravisseurs demandent, n'est-ce pas, beaucoup d'argent, ainsi de suite. Très rapidement, un mot sur ce kidnapping. Oui, vous savez, c'est déplorable qu'on soit encore en train de parler de ce kidnapping. À peine qu'on tente de digérer, qu'un autre arrive. Et le cas de, je crois, Roland Ewane, oui. Oui, alors, Roland Ewane. C'est encore plus inquiétant parce que certaines rumeurs d'ailleurs, je ne sais pas si je peux encore appeler rumeurs, font état de ce qu'il serait
et qui est exécuté en ce moment par ces séparatistes qui ont bien revendiqué cet enlèvement. Et nous pensons que, comme venait de dire tout à l'heure l'honorable Kungaba, on ne peut pas comprendre que les gens prétendent être en train de, je ne sais pas, chercher à défendre ou les droits de qui, et que, n'est-ce pas, leur plan d'action consiste à enlever les gens, exécuter et faire ceci. Et c'est pour ça que nous ne cessons jamais de dire que ces terroristes, quel que soit le cas, vraiment ceux-là sont des gens vraiment à suivre avec, pas avec, n'est-ce pas, des caresses, parce que... Immédiatement, on risque de poser la question, monsieur Fedjo, à quand la fin des exactions du côté du nord-ouest et du sud-ouest? C'est vrai, c'est pour ça que je dis, c'est quand même difficile. On se pose la question à quoi servir le grand dialogue national. C'est quand même difficile de le dire avec certitude que c'est à tel jour que on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Et on ne peut pas, je me réserve toujours, n'est-ce pas, de mettre un doute à la réussite ou encore aux intérêts du grand dialogue. Parce que moi, je me dis, le grand dialogue a été fait pour amorcer la résolution d'un problème. Ce grand dialogue qui était événement, on n'a pas arrêté le dialogue à ce niveau. Ce n'était qu'un événement, mais le dialogue qui continue et qui devrait toujours continuer, consiste, n'est-ce pas, à tout faire pour ramener les gens. C'est tout un processus. Non, le processus continue. Non, il y a eu dialogue événement et il y a dialogue processus. Le dialogue processus, c'est que on ne peut pas d'un coup, c'est pas avec un bâton magique qu'on va arrêter ces exactions. Surtout que ça a déjà pris un autre angle. On se retrouve aujourd'hui en face des bandits de grands chemins. Ce n'est pas, ils n'ont pas une revendication politique quelconque. Ce ne sont plus des gens qu'on peut dire que on va les rencontrer pour dialoguer. Et c'est pour ces raisons que nous continuons à encourager certains pays amis de faire comme d'autres essaient de le faire, comme les États-Unis l'ont fait, comme la Norvège a essayé de le faire. Nous continuons à souhaiter que ces pays le fassent. Et merci. Pour que, n'est-ce pas, nous finissons. Merci à vous, Benoît Fedjo-Lionel. Quand même, là, ce sont des autorités qui sont kidnappées. Vous parlez tout à l'heure du maire, et là, c'est un sous-préfet. La grande question, que comprendre, n'est-ce pas, de ces kidnappings? Alors, c'est toujours les revendications sécessionnistes. Vous savez, nous avons des dirigeants qui jouent au tour d'oreille quand il faut écouter la population. J'ai pris la peine de me rendre dans le nord-ouest et rencontrer certains de ces leaders. Certains sont en prison et certains sont en exil aujourd'hui. Et j'ai fait une lettre ouverte au chef de l'État en février 2017 à l'occasion de la fête de la jeunesse pour attirer son attention sur tout ce qui est en train de se passer au nord-ouest et au sud-ouest et dire quelles sont les conséquences si rien n'est fait à ce moment-là. Tout ce que nous avons reçu, ce n'était que des menaces. Ce que j'ai reçu, c'était que des menaces. Les menaces venant de qui? Bon, vous savez bien ceux qui menacent. Vous dites que vous êtes adressé au président de la République. Bien sûr. Comme vous avez reçu les menaces. Comme on a l'habitude d'écrire, venant de qui? Comme on a l'habitude de ne pas avoir la réponse, on était obligé de faire une lettre ouverte. Et faire la lettre ouverte, ça veut dire que beaucoup de gens lisent. Il y en a qui prennent des initiatives. Au point où j'ai dit à quelqu'un, je me suis agressé au chef de l'État et j'ai signé. Si je ne voulais pas signer avec mon nom, je ne voulais pas qu'on sache que c'est moi, je ne devais pas le faire. En fait, l'objectif de cette lettre, c'était de dire au chef de l'État, il y a des réels problèmes qu'on est en train de revendiquer, que les gens veulent une solution. Certains de ces problèmes ont été débattus au Grand Dialogue National et des résolutions ont été prises où aujourd'hui l'implémentation de certaines de ces résolutions sont sur le terrain. Mais jusqu'ici, les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pensent que ces résolutions vont à petits pas. La vitesse dont on espérait pour pouvoir arrêter cette guerre est très lente. Et nous, du Social Democratic Front, nous avons toujours à chaque réunion du comité exécutif national, que nous tenons chaque 3 mois, appelé à la responsabilité du gouvernement. Parce que vous savez, nous le disons toujours à qui veut l'entendre, il y a en 85 quelqu'un qui a dit « Bamenda is my second home ». Vous savez ce que ça veut dire? Bamenda, c'est le deuxième chez moi. Et il ne peut pas avoir le problème dans votre deuxième chez vous, vous ne vous y rendez pas pour vous demander qu'est-ce qui se passe. Je vous dis, Charles Apollinaire,
si le chef de l'État avait pris la peine de se retrouver à Buea ou à Bamenda pendant cette période de crise et dit je suis venu vous voir quel est le problème, je crois que les faits devaient être très très positifs. Je prends juste un exemple des militaires. Non, vous sortez là. Je ne sors pas là. Je prends juste un exemple des soldats qui sont sur le terrain. Quand vous voyez comment les mamans et les papas dans des fins fonds du nord-ouest et sud-ouest reçoivent les soldats, les donnent le tapioca qu'ils ont fait pour qu'ils puissent boire, parce qu'ils veulent voir ce changement-là, parce qu'ils veulent voir les choses revenir à la norme. Si je vous dis, moi je suis du nord-ouest, je suis de la main de Balignonga, mais je ne suis pas allé chez moi depuis février 2017. Vous comprenez ça? Ok. Parce que je ne veux pas prendre le type de risque que le sous-préfet a pris. Lui, au moins, il a même une garde. Moi, je n'ai pas de garde. Donc, et aller même avec la garde ne vous donne pas la sécurité que vous allez revenir. Nous qui avons la possibilité de parler sur les médias, nous sommes ciblés par ceux-là qui ne veulent pas que la guerre finisse et ciblés par ceux-mêmes qui sont en cause. Alors, je vais... François Bikoro, le sous-préfet d'Idabo, Diabato, vous voyez, Diabato, Roland Ewane, dernière nouvelle, nous sommes en train de spéculer. En tant que journaliste, je ne peux pas m'aventurer à donner une information comme celle-là, mais celle que nous avons, c'est que jusqu'à hier, il était encore entre les mains de ces ravisseurs-là. La grande question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné après tout ce que le président de la République a essayé d'entreprendre? Nous avons eu le grand dialogue, nous avons eu certaines personnes ou certains ministres qui sont descendus du côté du nord-ouest et du sud-ouest, mais jusqu'à présent, ce sont des exactions, des kidnappings. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Saluons d'abord les étudiants des universités de Buea et de Bamenda, qui, malgré tout ce que vous venez de décrire tout à l'heure, sont parmi les meilleurs. Vont à l'école. Saluons d'abord les populations du Grand Nord, qui pendant 11 ans ont fait face à ce type d'insécurité du fait de la nébuleuse Boko Haram. Saluons très fortement les populations de l'Est qui ont subi les mêmes exactions de la part des hordes de bandits centrafricains, je pèse mes mots. Les uns s'appelaient Balaka, du anti-Balaka, une histoire à dormir debout et Sénéka. Saluons toutes les victimes de ces gens qui ont créé des boulangeries, des brasseries dans les chambres, des toilettes, et qui distillent à longueur de journée des vins et des bières, et même de l'eau, en les mettant dans les boutiques, ne sachant pas que dans 5 ans ou 10 ans, l'un de leurs enfants boira de cette eau et il accusera le gouvernement de n'avoir pas mis les bons hôpitaux pour soigner les maux de ventre. Maintenant que je l'ai dit, je voudrais vous rappeler que la guerre a 3 consonances. Ceux qui provoquent la guerre, la plupart du temps, ce ne sont pas ceux qui sont sur le terrain. Ce sont les gens qui considèrent l'armement de guerre comme étant un instrument pour avoir la croissance économique à 4 chiffres dans leur pays. Il y a ceux qui se retrouvent au milieu de la guerre parce qu'on leur a expliqué qu'ils peuvent régler en 5 secondes un problème que l'ensemble de la nation n'a pas pu régler depuis que les Blancs sont venus nous coloniser, nous ont déportés, nous ont amenés faire la croissance aux États-Unis et en Europe occidentale. La troisième, ce sont les voisins de la guerre, c'est-à-dire ceux qui ne tiennent pas l'arme, mais qui profitent de l'économie de la guerre. Quand vous avez habitué 2 ou 3 personnes en complicité pernicieuse, dans les 3 actants dont je viens de vous citer tout à l'heure, à un moment donné, quand vous voulez arrêter, il faut vous assurer que chacun a déjà pris sa part. Vous allez constater que dans le Grand Nord, il y a toujours le kidnapping des bœufs, des chèvres et même des gens. Les premiers nous ont dit que nous gérons mal. Ils ont recruté des gens et ils disaient qu'il faut couper le Cameroun en 2. Les autres ne disent pas qu'il faut couper le Cameroun en 2. Ils demandent que le travail de 1 an leur soit envoyé par téléphone.
La bonne question est celle de savoir pourquoi vous insistez toujours à lier des gens qui n'ont rien à voir avec les questions anglophones, mais qui ont tiré profit des questions anglophones. Ma grand-mère du village m'a demandé un jour comment les camions font pour aller chaque jour du Nigeria vers le Cameroun, passant par cette zone critique, sans qu'eux y soient bousculés. C'est assez curieux quand même. Donc le frère a compris que pendant le quelques temps qu'a duré la guerre, il a pu trouver un petit compte, parce que quand quelqu'un n'a jamais eu 100 francs et il tente un petit truc, on lui envoie 10 000 ou 15 000 ou 50 000. Et quand il y a des complicités internes et externes qui lui prend encore du temps, nous sommes en train d'arriver à nos fins, je crois qu'à un moment donné, il faut changer de paradigme. Ce qui a eu lieu en 2016 et ce qui a lieu aujourd'hui mérite quand même de dire que le grand dialogue a apporté quelque chose dans la mise en œuvre du retour de la sérénité entre le gouvernement de la République et ses populations. C'est pour cela qu'en son temps, je disais, il faut tout faire pour que le seul acteur dont on ne doit pas ébranler son subconscient, c'est-à-dire le soldat camerounais, ne soit pas entré dans nos camerounaiseries. Les mots MOTS, mal agencés dans une phrase, deviennent des mots MAUX. Le grand banditisme existe dans tous les pays au monde. La preuve qu'on les trouve avec les ossements humains à Assemblement, on les trouve avec les ossements humains à Bafoussam, on les trouve avec le bien frelaté à Ngokechunda, partout. Les gens ont décidé de faire de la guerre quelque chose qui les fait gagner un peu. C'est pour cela que les forces de défense et de sécurité ont décidé de changer de paradigme de combat. Vous leur disiez à l'époque qu'il faut tirer. Et ils vous disaient que nous savons qui est qui. La bonne question que vous devez poser. Qu'est-ce que les populations du Grand Nord ont fait dans leur relation avec les forces de défense et de sécurité qui représentent l'État du Cameroun pour que Boko Haram se tasse un peu. Laissons-leur l'affaire de grand dialogue remonter, l'État est descendu. Dites-leur que ça commence à marcher à l'extrême nord. Il y a un temps, et je termine par là, quand vous êtes assis dans un bar, un enfant a été envoyé par ses parents pour aller acheter une boîte d'allumettes pour qu'on prépare la nourriture. Dès que l'enfant entrait dans le bar, tout le monde prenait la fuite, parce qu'on ne savait pas si l'enfant était habité par les bombes. Aujourd'hui, je crois que ça a un peu tassé. Il faut maintenant que le triptyque population, gouvernement, force de défense et de sécurité soit le plus solide possible pour que quand vous voyez le comportement bizarre, aujourd'hui, quand vous allez dans le Grand Nord, même si vous arrivez à 5 h du matin, dès que vous faites 4 pas, on vous identifie et on avertit le commandant de brigade qui a un monsieur qui est venu ici en costume, on ne connaît pas qui est. C'est vous qui allez leur expliquer que je suis au bar, je travaille dans l'une des grandes télévisions d'Afrique centrale, je suis venu faire un reportage. Moi, je crois que notre manière de gérer, de parler de ces questions qui ont déjà fait beaucoup de morts, c'est d'amener les populations à croire en leur force de défense et de sécurité, en leur gouvernement, au lieu de leur rappeler les choses des politiciens, comme ça va encore commencer en 2025. Merci. Merci à vous, François Bikoro. Alors, Monsieur Atiba, avec vous, nous allons rapidement sortir avec quand même un sujet qui reste d'actualité. Également la réforme fiscale et surtout, on parle qu'au niveau des communes, cela sera revu d'une manière. Ça vient, n'est-ce pas, du côté de l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi. Vous êtes fiscaliste. Quelle analyse apportez-vous à ce projet de loi? Rapidement. Déjà, merci de m'avoir donné la parole. Déjà, il faut comprendre que en ce moment, en ce qui concerne le plan fiscal, ce qui est d'actualité, en ce moment, on parle désormais de l'IRPP. Par exemple, l'IRPP qui est un impôt majeur sur le plan fiscal, après l'impôt sur le revenu, en termes de pesité des impôts, c'est l'IRPP qui revient véritablement en force. C'est-à-dire que cet impôt est donc revenu cette année, pas cette année depuis la loi de finances de 2023, où l'État compte ramener cet impôt pour, n'est-ce pas, le généraliser. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'IRPP concernait beaucoup plus
les salariés, c'est-à-dire les fonctionnaires du secteur privé ou bien du secteur public. Donc maintenant, donc, l'État compte donc ramener cet impôt-là à l'effet de l'eau généralisé. Et aussi, il faut donc à ce mécanisme du vocable impôt, il faut nécessairement comprendre aussi que l'impôt même en question, c'est, n'est-ce pas, un prélèvement forcé dû par des voies d'autorité compétentes à titre définitif et sans contrepartie, dont le but est de renforcer ou bien d'alimenter les charges publiques de l'État, parce que beaucoup de gens nous appellent, nous demandent à quoi sert l'impôt. Quand on paie l'impôt, on reçoit quoi en retour? Donc, on les explique que l'impôt n'est pas comme une marchandise qu'on achète sur le marché. Donc, l'impôt est là pour, n'est-ce pas, pour être payé à titre définitif et sans contrepartie. Et donc, voilà cet impôt. Mais maintenant, donc, l'État nous met sur la table un certain nombre de mécanismes qui peuvent être sous 3 dimensions, sous 3 grandes formes. C'est-à-dire la première forme qui est celle de l'assiette fiscale, où l'État essaie d'examiner, n'est-ce pas, un certain quota ou bien une certaine somme en fonction du montant que le contribuable devrait verser annuellement. Et puis donc, après donc, cette première forme-là, il y a aussi la seconde forme qui est, n'est-ce pas, la forme par présomption. La présomption fiscale voudrait dire que quoi? La présomption fiscale voudrait dire que l'État présume en fait que vous devrez payer tel montant par rapport, par exemple, à l'IRPP de façon annuelle. Donc l'État estime, l'État s'imagine. Et puis maintenant, il y a donc une troisième forme qui est, n'est-ce pas, la présomption, la forme par témoignage. Là-dedans, il faut comprendre que l'État nous laisse la latitude, ou bien le privilège, ou bien la prérogative, ou bien la liberté, si vous voulez, d'aller nous-mêmes auprès de l'administration fiscale pour aller, n'est-ce pas, déclarer ces impôts. Donc, oui, vous chutez. Oui, donc il y a des mécanismes d'adhésion. Les listes sont en train de se faire... Le citoyen qui nous regarde, vous l'avez dit, vous payez l'impôt, rien en contrepartie. C'est donc ça le véritable problème. Est-ce qu'on doit tout simplement payer l'impôt? Qu'est-ce qu'on a en retour? C'est l'argent. Et puis même de cet argent-là, quel est le niveau de vie des Camerounais? Où est-ce qu'ils vont trouver, n'est-ce pas, cet argent-là? C'est la grande question, la grande préoccupation. Oui, merci pour la relance, M. Ongba. Il faut, n'est-ce pas, comprendre que l'impôt, en fait, on paie l'impôt de façon directe, mais on reçoit, n'est-ce pas, on reçoit les résultats du paiement de l'impôt de façon indirecte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque nous payons les différents impôts en retour et que l'État puisse en retour construire un certain nombre d'infrastructures, que ça peut être, n'est-ce pas, la construction au niveau des éclairages publics, l'achat des bacs à ordures, la construction des stades, etc. Donc ce n'est pas des paiements qui se font intuitivement personnels. Vous comprenez un peu, donc c'est un peu de façon indirecte. Bon, maintenant donc, en ce qui concerne votre souci par rapport aux petits Camerounais, il faut comprendre que la base de paiement de l'IRPP, par exemple, que j'ai évoqué ici sur le plateau, c'est par exemple 62 000. Donc ça veut dire que tout salarié ou bien toute personne physique qui exerce une activité qui lui rapporte un revenu de moins de 62 000 n'est pas assujetti à cet impôt, c'est-à-dire il est exempté ou bien il est exclu du paiement de cet impôt. Donc véritablement l'État essaie de voir tous les mécanismes. Parce que je vais vous révéler quelque chose. Oui, très rapidement parce que... Par rapport par exemple à l'augmentation du carburant la fois dernière, vous aviez vu que l'État a augmenté le prix du carburant sur le marché, mais l'État a tenu compte des produits qui sont un peu plus proches de son social, c'est-à-dire le carburant, le pétrole, qui sont restés un peu intacts. Donc l'État est véritablement sur nos cheveux
pour veiller pour le bien-être de ces populations. Ok, nous n'allons pas faire notre débat aujourd'hui, Monsieur Feudieu. Je vais vous réclamer la parole. Je ne veux, si vous voulez, je vous la donne passe pour quelques secondes. Non, en fait, c'est pas le sujet, c'est vrai. J'appuie tout simplement en disant, non, on peut pas dire à un contribuable qu'il n'y a pas une contrepartie de l'impôt. Non, il faut dire aux contribuables que la vie, l'État fonctionne grâce à cet impôt, et cet impôt, c'est ça qui lui permet même de marcher, arriver chez lui dans la sécurité, tout ce qui concourt à notre existence. Que ce soit l'eau même que vous utilisez, même la lumière, toutes les subventions là que vous entendez, subventions de l'État, tout ça, c'est cet argent-là que vous payez. Dès que vous ne payez pas, n'attendez plus rien. Vous n'aurez plus de route, vous n'aurez plus de lumière, vous n'aurez même plus des enseignants pour encadrer vos enfants, vous n'aurez même plus de médecins, parce que c'est tout cet argent-là. Même si c'est 100 francs, sachez que c'est ça qui contribue au fonctionnement. Et c'est juste ce que je voulais soutenir et dire. Okay. On n'en fait pas débat maintenant. Merci à vous. Très rapidement, nous allons prendre ce communiqué du ministre de l'enseignement secondaire. Alors, le ministre écrit donc, le ministre des enseignements secondaires à madame et monsieur les délégués régionaux, les départementaux, les chefs d'établissement objets, mise à disposition des contributions exigibles pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Elle écrit donc: j'ai l'honneur de vous informer que suite au paiement des frais exigibles et ceux des examens à travers le matricule unique, il est mis à la disposition des établissements scolaires un virement de 4 millions 145 000 de 4 milliards 145 millions 199 130 francs. Donc 4 milliards, une fois de plus, 185 millions 400 1113. Alors francs CFA pour l'année pour l'année scolaire donc 2024-2025 dans leur compte African First Bank. Depuis le jeudi 14 novembre 2024, le prochain virement sera disponible dans les meilleurs délais au fur et à mesure que les frais exigibles seront collectés. Les sommes virées doivent être exclusivement utilisées pour le fonctionnement des établissements dans le respect des différentes rubriques. Je sais compter sur votre sens de responsabilité et vous saurez gré des dispositions que vous prendrez pour la réussite de cette opération. C'est donc signé le ministre des enseignements secondaires. Alors, monsieur Feudieu, vous comprenez quelque chose à cela? Oui, non, mais c'est simple. Vous savez que depuis on a instauré le système du matricule unique, donc les élèves partent payer et tout cela, n'est-ce pas, est recentré pour pouvoir restituer dans les établissements. Donc, en fait, les 4 milliards, c'est ce qui a déjà été collecté jusqu'à présent. L'argent que les enfants partent payer là, à travers le matricule unique. Donc, cet argent-là est retourné aux établissements parce que on a souvent entendu les frais exigibles, c'est utilisé à l'école, à l'établissement. Donc, ces 4 milliards-là sont restitués et on va, n'est-ce pas, remettre à la disposition du conseil d'établissement, de l'établissement pour pouvoir utiliser dans les rubriques donc, qui ont été, qui sont connues, qui sont les rubriques d'utilisation des frais exigibles, inclure les frais exigibles additionnés, n'est-ce pas, à d'autres frais qui entrent à l'établissement. C'est ça qui permet à l'établissement de fonctionner. Donc c'est tout simplement une restitution. Merci. Nous allons prendre cette transition et puis nous revenons pour le premier sujet phare à l'ordre du jour. Phare à l'ordre du jour, nous parlons de sous-emploi et chômage
au Cameroun. L'alerte qui vient donc de l'Assemblée nationale. Alors, s'adressant aux autres, le député estime qu'au Cameroun, nous faisons face à un chômage très grave, très élevé. Et il a parlé, n'est-ce pas, de 80%. Mais il y a quand même une certaine nuance à ce niveau entre chômage et sous-emploi. Très rapidement, je vais m'adresser à François Bikoro. Cette sortie du député reflète peut-être la réalité sur le terrain. Si je prends le député dans le cadre des élus du peuple qui ressortissent d'une circonscription, ça veut dire qu'en réalité, ils portent la voix des populations qui les amènent à la représentation nationale. Je crois qu'il n'y a pas matière à débat ici. Il n'y a pas mieux que l'élu du peuple pour dire ce qu'il ressent. On va seulement retenir que s'il est arrivé à ce niveau, c'est que certainement la situation est déjà assez grave. Parce que quand on fermait le port de Douala dans les années 90, Feu Dieu et ses amis, parce que nous on n'était pas encore là, ils disaient qu'il faut brûler le pays pour arriver à étudier. Ils avaient oublié que les conséquences vont commencer à se ressentir 30-40 ans après. On en a encore pour 50 ans. Quand les professeurs d'université voyaient que depuis qu'ils sont en chômage, ils s'insultent dans les plateaux de télévision, ils se bagarrent, avaient dit à Paul Biya en son temps sortant des universités qu'il faut aller signer le programme d'ajustement structurel, dont la seule solution était de fermer 157 entreprises et envoyer les gens au quartier. D'autres sont allés à Dakar pour dire que pour sauver l'Afrique, il faut simplement couper les salaires en 8. Nous sommes revenus 60 ans après, vous voyez que l'État est en train de reprendre les choses qu'on lui a demandé d'abandonner à l'époque. Parce que vous, les intellectuels, quand on vous pose une question, vous voyez la question que vous m'avez posée, est-ce que le député a dit quelque chose? Parce que vous êtes habitué à aller à Google. Le président vous dit, faites-moi une étude pour voir comment donner le travail aux enfants. Vous allez à Google, Google tombe sur Paris, vous ressortez, vous enlevez Paris, vous mettez Mendouga. Vous enlevez Paul Biya, vous enlevez Macron, vous mettez Paul Biya. Vous partez lui donner, on vous paye de l'argent. Alors qu'il suffit de partir dans les communes, de partir dans les villages, de faire des petits tours et de demander aux gens comment on peut faire dans l'environnement international d'aujourd'hui, dans l'environnement sécuritaire que nous avons aujourd'hui pour donner de l'emploi aux gens. Je crois que la situation que l'on vit aujourd'hui mérite que les gens ne jouent plus à l'hypocrisie. Et c'est déjà une bonne chose que la représentation nationale commence à donner au gouvernement de la République, à qui on remet les moyens pour rendre heureux les Camerounais, les bonnes informations. Rien à voir avec le RDPC, rien à voir avec le SDR, rien à voir avec les partis de président de l'Assemblée nationale. Il s'agit des populations camerounaises qui vous disent, là où vous allez là-bas, dites au gouvernement de la République qu'il manque ceci quelque part, qu'il avait envoyé un pont, le pont est déjà cassé, qu'il avait envoyé une voiture, il n'y a plus de carburant. Donc ces informations-là, nous on doit être très contents si la représentation nationale commence à jouer ce type de rôle. Parce que quand on doit juger le gouvernement, on doit le juger en fonction d'une mission. Parce que les gens croient que c'est seulement parce qu'on donne l'argent. Quand le premier ministre du gouvernement va à la représentation nationale, il expose sur la vision qu'il voudrait à l'année qui suit. Il est de bon ton que ceux qui nous représentent là-bas, avant de signer au bas de la page que nous avons autorisé le gouvernement, qu'il soit sûr que ce qui va entrer dans le budget va régler les problèmes. Le problème justement de l'emploi au Cameroun, c'est que les gens ont focalisé l'emploi au niveau de la fonction publique. Ils ne se sont pas rendus compte que pendant les périodes difficiles, où l'État était pratiquement à terre, politiquement, économiquement et socialement, il y a des gens qui ont pris sur eux de faire le service public de destination de l'emploi. Ces gens-là vous disent depuis près de 10 ans aujourd'hui que l'État paye plus facilement la Banque mondiale, qui nous a mis dans cette situation, que des pays, les petits 4-9, c'est comment vous appelez ça 4-9 là, qui permettent à ce qu'il y ait des petites régulations économiques au quartier. Ça peut donc faire que parfois les gens ont l'emploi en question. Mais parce que celui qui a pris le risque de faire le travail de l'État en donnant l'emploi ne reçoit pas ce qu'il attend de l'État. On vous a dit ici que nous sommes un pays où les gens thésaurisent l'argent. Au nom de quoi un pays qui est en crise, les banques peuvent déclarer qu'elles sont en surliquidité. Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. Ça ne se comprend pas. Donc, effectivement, il y a l'espoir et l'espérance. Il y a des gens qui se débrouillent. Nous sommes en train de faire un débat ici.
sur quelqu'un qui a pris le risque de mettre ces millions pour créer l'emploi. Nous devons plutôt faire un plaidoyer pour que, on compte cet emploi parmi les emplois et que celui qui n'a pas pu donner l'emploi et qui a laissé le privé donner cet emploi lui vienne en aide par un certain nombre de choses qui doivent être faites pour qu'il ne ressente pas qu'il a abandonné. Alors, Monsieur Atiba, Vincent Atiba, nous avons donc là le sous-emploi et le chômage. Alors, il y a quand même une certaine nuance. Qu'est-ce que l'on peut comprendre du sous-emploi et, n'est-ce pas, du chômage? Oh, écoutez, c'est des deux vocables un peu divergents. Mais déjà, il faudrait comprendre que le chômage, qu'au Cameroun, tout le monde n'est pas chômeur. Le chômage en lui est, n'est-ce pas, une situation dans laquelle un individu en âge de travailler se retrouve sans emploi. Or, par contre, le chômeur, c'est celui-là qui est formé de façon honnête, mais qui est dépourvu de l'emploi. Par contre, pour ce qui est du vocable sous-emploi, le sous-emploi, n'est-ce pas, est une situation en termes d'une situation ou bien une inadéquation de façon durable dans laquelle quelqu'un se retrouve en train de travailler de façon partielle. Or, le reste de son temps pourrait être rémunéré, mais cette personne se retrouve de façon partielle et donc ramener donc cette définition dans le cadre de l'emploi du salarié et de l'employeur au Cameroun. La question est donc de savoir comment gèrent donc les sous-employés, parce que vous allez voir que en zone rurale par exemple, pour ce qui est du sous-emploi, vous allez voir la femme rurale par exemple qui regorge 89% du sous-emploi en zone rurale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme par exemple dans mon village en ce moment, nous sommes là dans la période où les femmes sont, n'est-ce pas, dans l'optique de sacler leur champ. Maintenant, vous allez voir qu'en dehors de ce saclage, la femme, maintenant, bien après, sera appelée à aller, par exemple, aider son mari à transporter les cabosses de cacao, comme c'est la saison en ce moment. Donc, véritablement, vous voyez que ça sera deux dimensions de travail divergentes. Donc, ce qui fait que les rémunérations aussi devraient varier. Bon, maintenant, pour ce qui est du Cameroun, on est un peu là à côté de voir que ce soit le sous-emploi, par exemple, en milieu professionnel comme le cadre de la fonction publique, où vous allez voir que certaines personnes qui sont, par exemple, formées sur tel ou tel domaine, mais qui se retrouvent en train d'exercer dans l'autre tel ou tel domaine. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Donc, le comité... On peut comprendre donc qu'il y a donc une véritable nuance entre le sous-emploi et le chômage. Oui, je reviens. Oui, véritablement, monsieur Ngba, si vous le voulez. Votre temps est épuisé, allons-y, rapidement. Il faut comprendre qu'en réalité, dans le chômage, on n'a pas d'emploi en toute honnêteté, en toute totalité. Or, par contre, dans le sous-emploi, on a quand même un emploi, mais à égard partiel. Ok. Alors, Lionel, quand même, d'après les définitions, l'on est en chômage lorsqu'on a quand même une formation et qu'on n'arrive pas à travailler. Et il y a quand même le sous-emploi, c'est-à-dire, est-ce que vous gagnez véritablement ce que vous produisez? C'est un peu ça. Mais maintenant, au Cameroun, qu'est-ce que l'on vit véritablement? Le sous-emploi ou alors le chômage? Alors, je vais dire qu'on vit les deux au Cameroun, Charles Apollinaire. Déjà, le chômage, parce que le système éducatif, à une période, n'a pas été orienté à la professionnalisation. Vous voyez, beaucoup d'élèves vont à l'école, obtiennent le bac A, le bac espagnol, avant de chercher à aller dans des grandes écoles des IPES, pour voir s'ils peuvent faire une formation professionnelle. Ça devient compliqué. Cet enfant sort et n'a pas la matière.
Vous voyez des gens qui vont à l'école, ont un bac A et décident en classe de seconde d'aller faire comptabilité. Vous voyez, après le bac, il commence à chercher un autre travail. Vous voyez qu'il n'a pas une base en comptabilité et tout ça ne permet pas qu'il ait un emploi décent. Parce que lorsqu'on parle du sous-emploi, le sous-emploi, c'est d'abord quoi? C'est déjà avoir un emploi qui n'est pas au rang dont vous méritez. Vous avez par exemple une licence en marketing, je prends un exemple, et on vous recrute dans une entreprise comme commerciale. Vous voyez que vous devez vous retrouver en route avec des sachets de détergents à vendre à 50 et autre chose. Ça devient un peu ça le sous-emploi. Et aussi, il faut savoir que lorsqu'on est un pays et qu'on a pour objectif de faire développer ce pays, on prévoit. On dit, en cette période, nous avons besoin de former tel nombre d'ingénieurs en agronomie, tel nombre d'ingénieurs en agriculture. Vous verrez que tous ceux qui sont en chômage sortent de Ngouaikele, sortent de Soa, sortent de Tchang, et toutes ces universités d'État qui n'ont pas, aujourd'hui ils sont en train de transformer l'université, de passer à la professionnalisation, mais beaucoup sont sortis de là avec des licences en sociologie, des licences en géographie, des licences en histoire, et licences en littérature, lettres modernes bilingues. Et lorsque vous arrivez dans un bureau, vous êtes incapable de pouvoir produire. Donc, il y a tout ça. Et, autre chose, Charles, ceux-là qui vont à l'Assemblée disent qu'il y a du chômage, il y a du sous-emploi. Quand vous regardez l'âge moyen de ceux qui sont à l'Assemblée, vous vous posez la question si eux-mêmes, déjà à leur niveau, ils prônent. C'est un autre débat là-bas. Parce que, je vais vous dire, à un moment, j'ai participé à certaines consultations avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, avec le Bureau international du travail, avec beaucoup d'autres organisations, où on était en train de se poser pourquoi est-ce que dans les pays en voie de développement, on est toujours en train de dire qu'on insère les jeunes. Vous savez ce que ça veut dire insérer? Ça veut dire qu'on vient, on divise, il y a des grands là, des personnes âgées là, on les pousse de côté, de gauche à droite et on insère le jeune au milieu. Pourquoi est-ce que le jeune doit toujours être inséré? Est-ce qu'il ne mérite pas? Ok, Benoît Fedjou, alors la politique telle qu'elle est présentée, elle est faite au Cameroun, est-ce qu'il peut y avoir des solutions pour peut-être sortir de ce chômage-là? Oui, la question elle est bien posée, Charles Apollinaire. Est-ce qu'il peut y avoir des solutions pour sortir du chômage? C'est vrai qu'il n'existe pas encore un pays où le chômage est égal à zéro, où il n'y a pas de chômage. On peut déplorer le taux qui est assez élevé. Je ne vais pas commenter dessus, qu'on soit à 80%, qu'on soit à moins ou plus, parce que en réalité, lorsque vous avez en face de vous deux chômeurs, dites à ces deux chômeurs que vous n'êtes que les deux chômeurs qui existent. Ils auront autant mal que vous leur direz qu'ils sont sans à être chômeurs. Donc pour moi, le pourcentage, c'est encore un autre pan du problème. Comme a dit tout à l'heure M. Bukoro, même si on venait à atteindre quel pourcentage aujourd'hui, nous connaissons que depuis cette crise féroce économique que nous avons affrontée, depuis ce temps-là, on n'a jamais pu redresser là-bas parce que après la fermeture de nombreuses entreprises, on a dû traverser la crise jusqu'en 2006 où on a atteint le fameux point d'achèvement structurel. Et puis vous savez, quand on traversait la crise, on était obligé de finir par embrasser le FMI avec son fameux point d'ajustement structurel. Et quand on dit le plan d'ajustement structurel, c'est que vous êtes obligé de marcher maintenant comme on vous dit. Ils nous ont dit à un moment que allez déflater tout le monde. On a été obligé de décanter tous les personnels même dans la société d'État. On a dit baisser les salaires, on a baissé, on veut investir même en direction des endroits qui nous sont productifs. On dit non, ce n'est pas là, c'est plutôt ici. Donc nous avons connu tout ça jusqu'en 2006 où le Cameroun a commencé maintenant à redéfinir son économie en tentant de créer de nombreux projets. Maintenant, ça veut dire il était difficile avec l'accumulation de 10 ans. De 10 ans de chômeurs chaque année, s'il faut compter les milliers de chômeurs entassés, parce que pendant toutes ces années-là, on ne recrutait pas. Alors, ajouter maintenant, avec la multitude de connaissances que nous avons, que nous essayons, n'est-ce pas, d'inculquer aux enfants,
alors il y avait de quoi qu'on se retrouve à ce jour avec un nombre assez élevé. Maintenant, vous revenez à ce que vous avez dit. Qu'est-ce que l'État peut faire pour résorber ce chômage? Je pense que c'est un peu difficile de répondre. La réponse serait tout simplement de revenir un peu sur la politique de l'emploi que l'État a essayé de mettre en place. Vous voyez, au niveau du Cameroun, l'État a mis une institution en place chargée de gérer, n'est-ce pas, l'emploi des jeunes, qui est le Fonds national de l'emploi. Bon, alors, donc, le Fonds national de l'emploi, dans son essence réelle, est chargé, n'est-ce pas, d'explorer les différentes pistes pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver, non seulement financer les projets des jeunes, mais leur permettre d'embrasser les différents emplois. En dehors de ça, il y a une pléthore, même le MINEFOP qui est aujourd'hui créé, le ministère de la formation professionnelle. Alors, pourquoi c'était créé? Parce que effectivement, on a dû constater depuis que notre formation, la formation de nos jeunes n'était inadéquate aux emplois. Nos formations n'accédaient pas aux emplois, et c'est même la raison pour laquelle on a mis sur pied un ministère comme le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, espérant que on peut former des enfants qui peuvent être utilisés directement. Bon, nous voyons aussi un peu sa politique qui mène. Nous avons vu signer un peu certaines conventions, même avec certaines organisations non gouvernementales, dans le but de pouvoir chercher à utiliser le mot que mon cher ami ne veut pas l'utiliser, l'insertion. Nous avons vu l'État mettre en place des programmes comme le programme d'entreprise et d'agro-pastorage jeune, c'est-à-dire qui permet, n'est-ce pas, d'encourager et d'orienter les jeunes, n'est-ce pas, à investir et à créer des choses dans ce domaine. Nous avons vu des choses comme à l'heure actuelle un programme appelé 145 au niveau du ministère de la Jeunesse, donc toujours dans l'optique de pouvoir chercher à créer des possibilités aux jeunes. Mais sauf que je veux dire, le chômage au Cameroun a un réel problème. Les autres l'ont suffisamment, n'est-ce pas, résumé. Mais il faut le dire, l'orientation, la première chose c'est l'orientation. Donc quand on parle même de l'inadéquation, je pars en amont voir l'orientation. Nous orientons d'abord mal notre jeunesse. Je ne voudrais pas dire qu'on peut réussir tout de suite à balayer le chômage, parce que j'ai donné les raisons pour lesquelles avec des générations entassées serait difficile. Mais il s'accroît davantage parce que, en plus de ça, nous orientons mal les enfants. Ce sont les parents qui sont orientés au Cameroun et non les enfants. Ah oui, vous, monsieur, vous avez par exemple votre enfant. S'il te plaît. Je suis là d'abord. Vous avez par exemple votre enfant. Vous voyez seulement le médecin qu'il va être, parce que vous aimez la médecine. Oui. Mais vous ne vous accordez pas au quotient intellectuel et aux capacités de l'enfant. Et ce qui fait qu'on a cette mauvaise orientation qui fait que les enfants n'arrivent même pas à suivre le chemin qui peut leur permettre... On vous a suivi là. Moi, je crois que l'aîné Benoît Fredieu a essayé de nous apporter un élément d'éclaircie sur les activités qui sont menées, mais il a oublié de dire l'essentiel, qu'il y a eu des centaines de milliards de francs qui ont été mis à la disposition du gouvernement. J'en venais pour poser la question. Il y a quand même eu des plus de 100 milliards que le président de la République a mis à la disposition, n'est-ce pas, des jeunes. Il y a ce programme d'insertion là, que sont devenus, n'est-ce pas, ces organisations. Depuis que le ministère de la formation professionnelle a été mis sur pied, les coûts de formation étaient très très exorbitants. Dans les centres d'excellence de l'État, ça allait jusqu'à 500 000. C'est tout récemment dans le discours du chef de l'État qu'il a ramené à 50 000 par rapport au plaidoyer que nous avons fait, parce qu'à plusieurs reprises, le SGV a attiré l'attention du gouvernement sur le coût et qui est inaccessible pour la couche sociale ou le Camerounais lambda. Autre chose, c'est que les programmes qui ont été mis sur pied dans 3 ministères, notamment le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Formation professionnels ont été dirigés vers les jeunes pour essayer d'amener les jeunes à s'auto-employer et à créer des emplois. Mais nous nous sommes rendus compte que un autre montant est venu s'ajouter, qui était de 100 milliards, 102 milliards, le plan triennal jeune, qui est venu s'ajouter au point où nous nous sommes retrouvés avec une pléthore de projets comme celle-là. Mais aujourd'hui, monsieur Ongwa, dites-moi, vous êtes à Yaoundé, dites-moi si vous avez vu une plaque quelque part
ou un jeune. Parce que lorsqu'on faisait des consultations que nous avons participé, nous avons dit, pour rendre visible ces projets et encourager d'autres jeunes à travailler en allant dans ce sens-là, que tous les bénéficiaires puissent s'identifier avec des plaques. Avez-vous déjà vu les plaques quelque part où on parle du Paget U ou un champ? Il y a eu un projet qui avait des milliards, le projet PIVMAS. Le projet PIVMAS permettait aux jeunes de fabriquer le matériel sportif localement et faire consommer ça au niveau local. Montrez-moi un seul jeune aujourd'hui qui l'a fait. Mais nous votons le budget chaque année pour ces différents ministères et on ne fait pas l'évaluation. Okay. Le chef de l'État reste le chef de l'État reste à Etoudi. À la fin d'année, quand il fait son discours, on dit il y a eu tel nombre de nouveaux emplois. Vous savez ce que ces collaborateurs font? Ils vont recenser le nombre de benskins qui ont été importés au port et calculer ça comme des emplois. Et pourtant, c'est un sous-emploi. On peut calculer, on regarde à MTN ceux qui ont acheté... vous n'avez quand même pas dit ça, on regarde ceux qui ont acheté des puces commerciales chez les opérateurs économiques pour faire du call box. On compte ça comme des métiers. Et pourtant, ça, ce n'est pas ce que les gens méritent. Vous voyez, monsieur qui a fait une école d'agronomie, il est incapable de créer un champ d'un hectare parce qu'il n'a pas les moyens financiers. Il se retrouve à faire du benskin. Oh, mais non. Ok. François Bikoro, je viens vers vous, hein, Vincent. François Bikoro, est-ce que la politique mise sur pied par le gouvernement et surtout le président de la République a été véritablement suivie? Les uns les autres l'ont dit ici et je devais le relancer à travers, n'est-ce pas? Nous avons eu la dotation du président de la République, un peu plus de 100 milliards de francs CFA. À quoi a servi, n'est-ce pas, cet argent-là? On a parlé du plan triennal jeune. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce que cet argent a foutu? Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont là. Je ne veux pas faire les statistiques parce que c'est difficile pour nous, mais on parlait un peu plus de sous-emploi et de chômage au Cameroun. C'est quoi? C'est la politique du président de la République. Alors, ceux-là qui sont appelés à mettre sur pied cette politique-là, qui ont échoué? Plan triennal, je ne sais quoi. C'est un programme. Comme le fait le silence. On ne peut pas débattre sur quelque chose dont vous ne savez pas de quoi il s'agit. C'est vrai. Parce qu'il y a trois choses, la plan triennal et jeune. Ça veut dire qui va si vous commencez à juger ça à plan, voilà. Vous n'avez pas fait un an, 2 ans, 3 ans. Ça fait 4 ans. Le plan a expiré déjà. Non, ça fait 4 ans. Bon, alors d'abord, je dis qu'on a dit plan triennal jeune. Oui. S'il a expiré, on n'en parle plus. On doit en parler parce qu'il n'y a pas de résultat. Voilà, 102 millions, c'est pas 100 000 francs. 102 millions, c'est pas 102 millions. Très bien. Très bien. On peut dire que cela a été enterré? Non, c'est déjà bon qu'ils reconnaissent que le plan est terminé. Moi, je ne savais pas qu'il est terminé. Parce que quand on donne l'argent à quelqu'un qui doit créer un emploi, ça veut dire qu'il prolonge le plan. C'est pas ça? Non, c'est ça. Il prolonge le plan. On l'a formé pour continuer le travail. Maintenant, il y a des secteurs dans lesquels on les a formés. Moi, chez moi, je vois des coiffeuses, des machins, trucs qui ont fait partie de ce plan. Les coiffeuses. Est-ce que c'est ça que les Camerounais méritent? Je ne parle pas des Camerounais, puisque je risque de parler de moi. Parce que quand je parle des Camerounais, je n'ai pas appris qu'on les 102 milliards sur les 33 millions de Camerounais dont nous sommes. À peu près 24 sont jeunes. 24 millions. Et ce n'est pas ces 24 qui ont besoin de ces 102 millions. Ah, ça je ne savais pas. Il faut aussi bien le dire. Parce que le plan triennal disait que les jeunes doivent s'auto-employer afin d'employer d'autres jeunes. Je vous parle d'un salon de coiffure. Vous ne me demandez pas si 4 personnes travaillent dans ce salon de coiffure. Et combien touche une personne? C'est de ça qu'on parle. Ça, je ne savais pas qui avait le Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un au Cameroun dans un salon de coiffure toucher 50 000? Moi, c'est de ça qu'on parle. J'ai vu des gens qui ont créé des salons de coiffure qui ont des immeubles à Yaoundé.
Il faut faire attention quand vous dites certaines choses. Les salons de coiffure. Vraiment, si Je vous dis salon de coiffure. Ne visez pas les jeunes Camerounais. Je ne parle pas des jeunes Camerounais. Salon de coiffure, on ne peut pas mettre à la disposition des jeunes Camerounais. Et les projets que vous trouvez comme exemple, c'est des salons de coiffure. Vraiment. Non. Ça, c'est nous réduit à... Non, là, je ne suis pas... Attends un peu. Je ne peux pas être... J'ai bien posé la question ici. Plan triennal jeune, c'est quoi? Parce que je n'ai pas entendu de réponse. Mais subitement, je vois des gens qui font un débat sur le plan triennal jeune, qui n'a jamais eu ce qui avoir apporté le plan triennal jeune sur le plateau. S'il vous plaît, on n'a pas dit que le plan triennal jeune crée les brasseries. C'est clair. Ce n'est pas pour créer les brasseries ou les télévisions. Est-ce que c'était pour créer dans les... Non, c'était pour susciter à des enfants qui sont en rade de l'emploi, de s'auto-employer. On parle bien français. On n'a pas dit que l'ingénieur en informatique, on va lui créer une société de transformation des ordinateurs. C'est bien, je vous ai demandé, est-ce que vous savez, je vous dis qu'une société au Cameroun commence par 500 000 francs. La loi n'a pas beaucoup changé. La loi a changé. Ça s'appelle SRL quoi? Où est le problème? 500 000. Où est le problème? Au moment où on faisait le plan triennal, si on dit à un jeune homme, vous créez, vous voulez faire quoi? C'est le jeune homme qui vous dit ce qu'il veut faire. On examine le projet dans le sens d'avoir le plus possible des gens qui vont s'auto-employer pour réduire la question de chômage. C'est pour ça que je vais demander, est-ce que vous savez ce qu'on appelle plan triennal jeune? C'est autre chose que ce que vous dites là. Le problème était que s'il y a 1 million de jeunes en chômage, il y a 500 000 qui sont en rade de l'emploi qu'on va créer demain. On leur demande donc s'ils peuvent eux-mêmes réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire sans une pression. Pas de ça. Sans une pression. Alors si le gars a dit que... C'est pas de ça qu'il s'agissait, les 102 milliards du chef de l'État qui a été mis à la disposition. On va comprendre ce qui s'était passé. On va avancer. Alors, François Bikoro, vous estimez que ce n'est plus d'actualité, les 102 milliards. Non, je dis que quand on prend 102 milliards, je vais demander, il s'agissait de quoi? Je ne vous ai pas vu mon courant. Je ne vous ai pas vu me donner. Vous n'êtes même pas au courant. Non, j'ai posé cette question tout à l'heure. Je n'ai pas eu de réponse. Et je vous dis que quand il y a 102 milliards sur 24 millions de jeunes, vous m'avez encore dit que ça ne concernait pas. Vous revenez à ma préoccupation. Je suis en train de vous donner la réponse. C'est lui qui me dit que ça ne concernait pas tous les jeunes. Nous allons le type de jeunes qui étaient concernés pour nous aider à faire une évaluation. S'accrocher juste au niveau du plan triennal jeune. Je vous ai posé la question. La politique du président de la République, c'est sortir, n'est-ce pas, cette jeunesse du sous-emploi. Mais maintenant, aujourd'hui, nous constatons que cette jeunesse-là est sans emploi ou alors sous-emploi, avec sous-employé. Tout à fait. Parce alors, que c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous interrogeons l'histoire, c'est le président de la République, ce sont ceux-là qui accompagnent le président de la République. Le député a parlé à qui? Tout à l'heure. Au gouvernement. Pourquoi vous souhaitez le gouvernement, vous allez au président de la République? Les institutions ont été mises en place. Mais c'est lui qui répond. Il répond au nom de ce gouvernement. C'est lui qui a la vision. Et si vous avez une vision et vous n'avez pas les gens qui peuvent faire avancer cette vision, implémenter cette vision, vous prenez des décisions qui vont à la... Si le député ne venait pas vous dire que les gens chôment, comme vous le dites... On devait être au courant, on le dit chaque jour. Ah, vous le dites où? Peut-être que la voix du député porte parce que nous... Très bien, vous venez donc de me relaver. Je vous dis que le député a déjà répondu aux questions que ce monsieur nous pose. C'est un débat inutile qu'on fait. Il n'y a pas d'emploi. Le député a été clair. C'est quel débat que vous voulez que je fasse ici? Et les la représentation... Non, monsieur, la représentation nationale dont votre parti s'y trouve vient de dire qu'il n'y a pas d'emploi. Vous venez de nous retrouver dans le débat. Hein? Non, vous n'étiez pas dans le débat. Je parle de la représentation nationale. Je dis que vous n'étiez pas tout à l'heure dans le débat. Vous venez de nous retrouver dans le débat. Là, maintenant, si on est d'accord sur la forme, non, on dit que je n'ai pas la prétention d'être d'accord avec vous. J'ai la prétention d'amener les Camerounais à comprendre quel genre de débat nous faisons. Qui a chômage? Hein? Et je vous dis qu'un député, c'est pas vous qui l'avez dit, un député a dit il y a chômage. Il nous représente. Vous venez dire que je l'ai dit avant le député. C'est là que c'est tout le pays nous représente. Oh non, c'est là que tout le pays nous vous refusez aux gens qui ont qualité et à qui on croit
Vous mélangez tout avec le meeting du quartier. La représentation nationale est élue du peuple. Mais il nous représente, monsieur Bikolo. Il vous dit en fait, celui qui vous représente a déjà dit au gouvernement qu'il y a chômage. Et nous avons... Ce que nous devons dire ici, c'est de compléter les éléments pour que, à la prochaine session, que le même député ait l'opportunité de dire, je vous avais dit qu'il y avait chômage, maintenant nous sommes à quel niveau? François Bikolo, interroger si avec tous les efforts que le président de la République a... Le fait de créer le avant de... Je suis d'accord avec Denis quand on dit le fait de créer le plan triennal jeune, entre autres choses qui ont été créées. Parce que vous ne parlez pas de 25 000. 25 000 quoi? Ils ne savaient même pas qu'on a... Le recrutement de 25 000, c'était plus appuyer davantage la fonction, l'État. Parce qu'on ne peut pas continuer. Non, si vous ajoutez. C'est ce qu'on veut. On dit d'abord, les gens, un pays qui veut se développer, ne mise pas sur la fonction publique. Développe le secteur public, développe les entreprises parapubliques, développe l'auto-emploi. Je suis d'accord avec vous. Nous sommes ici dans une entreprise développée par un mécène privé. Vous pouvez le reconnaître? Les 25 millions. Je dis un mécène, un jeune homme de votre âge, a créé un faux TV. Pourquoi vous n'en parlez pas avec l'appui de l'État? L'État, qu'est-ce que vous en savez? Quand on met les routes, quand on met les dispensaires, on met le satellite, vous croyez que quand l'État est, c'est l'argent qu'on le met là, c'est les institutions, les infrastructures. Merci. Vous pouvez me laisser parler même une minute? Alors, à cette allure, le président qui nous suit ne comprendra pas ce que je veux dire. Allons-y. Le président de la République nous suit. Surtout qu'il est fatigué. Ça, c'est un débat que moi je ne peux pas faire. François Bikolo, allez-y, vous chutez. Je vous dis, quand on a la chance d'être face à l'Agora, à des moments critiques de notre pays, le débat politicien n'a pas lieu. Il faut oublier ça. Et je le dis toujours à tous les jeunes qui se mettent en politique. Quand la représentation nationale, qui n'est pas SDF, qui n'est pas RDPC, qui n'est pas MRCO, tout ce que vous voulez, dit au gouvernement que là où nous sortons, le Cameroun dont il s'agit, à qui nous donnons les moyens, voici ce qui se trouve au quartier. Il n'y a pas de raison que vous qui avez la chance de parler au Cameroun, vous venez dire, je l'avais dit avant, on dit seulement qu'est-ce qu'on fait donc maintenant. Ça fait 40 ans que vous dites la même chose. Moi je ne savais pas qu'est-ce que à cette époque. Merci. Je reviens vers vous. Oui, Benoît. Je voudrais dire ceci, que en marge, n'est-ce pas, des critiques que nous pouvons faire, que ce soit le plan triennal jeune, que ce soit les programmes tels que Pager U, PIACI, Paris Jeudi et PA Jeunes, donc programme d'entreprise agro-pastorale des jeunes. Ce sont des programmes que, qu'on le veuille ou pas, a aidé un certain nombre de jeunes. Et moi, j'ai dit tout à l'heure que là où on ne peut pas savoir qu'on est en train d'absorber certains jeunes, c'est qu'il y a eu des générations et des générations qui n'ont pas eu d'emploi au regard de tout ce que nous avons traversé pendant des années. Et c'est pour ça que quand vous avez oui, non, il n'y a pas de problème. C'est dans les 40 ans. Quand Paul Biya prend le pouvoir en 2006, la crise économique qui secoue dans le monde arrive. Ce n'est pas lui qui a apporté cette crise. Non, s'il vous plaît, je dis en 1982, quand il prend le pouvoir, en 1986, 87, c'est déjà la crise économique. Et j'ai bien dit tout à l'heure que on a atteint le point d'achèvement en 2006. Et en 2006, de 2006 à aujourd'hui, vous pouvez voir comment nous avons relancé notre économie. Sauf que pendant 9 ans, ce qu'on a le Camerounais, ce n'est même pas ça qui m'intéresse. Le litre de terre brun. Écoutez le pétrole. Ce qui m'intéresse, ce que je veux dire quand même aux téléspectateurs, c'est qu'après cette accumulation, on a relancé notre économie. L'État a mis sur place autant de programmes qu'on a mis. Mais lorsqu'on l'évalue comme ça, superficiellement, on a tendance à dire qu'on n'a rien fait. Non. Et je veux même dire tout à l'heure que les salons de coiffure que Honorable Kungaba trouve que ça ne fait pas partie des investissements ou des
des projets qui pouvaient être présentés pour bénéficier. Non, c'est une erreur très grave. L'un des projets, si vous partez même tout à l'heure au Fonds national de l'emploi ou au ministère de la Jeunesse, vous allez constater que la majorité des projets, si ce n'est pas l'élevage, les salons de coiffure, qui sont même des bons métiers, même d'ailleurs, il faut oublier ça. Ce sont des métiers. Oui. Et puis même quand on dit qu'on absorbe les jeunes qui sont au chômage, vous voyez tout simplement, n'est-ce pas, des jeunes scolarisés qui ont eu, comme vous avez cité tout à l'heure, les licenciés ou les masters en sociologie ou en psychologie ou en philosophie. Non, ce sont tous ces jeunes-là qui sont même aujourd'hui, et même dans la politique du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, ce n'est plus pour former les psychologues et les philosophes. C'est pour former les plombiers, les coiffeuses, les tailleurs, et c'est ça, ce sont des emplois qu'on leur donne et que des gens ont bénéficié des appuis qui ont créé plein de métiers. C'est parce que on n'a pas d'espace, une institution. Oui, il y a des jeunes ont reçu dans cet appui-là, mais oui, aujourd'hui, il y en a. Nous constatons dans ce chômage qui ambiance ce chômage-là de haut niveau auprès des jeunes. Oui. On peut donc se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ce qui n'a pas marché. Et puis, là, tout à l'heure, vous venez de dire, on ne forme plus les simples docteurs et autres. Il y a quand même qu'entre-temps, on a parlé, n'est-ce pas, d'une certaine réforme. Il y a donc ce système LMD nous a tant vanté. La professionnalisation même des Monsieur Ouah, je vais prendre un exemple très récent. Que le temps serait équitable. Non, je voulais prendre un exemple très palpable qu'il y a quelques temps. Vous voyez, toujours dans le cadre de lutte contre les emplois, il y a contre les emplois, contre le chômage, s'il vous plaît. Il y a le Fonds national qui a mis sur pied un programme d'emploi spécialisé dans les milieux urbains. Alors, il y a quelque temps, alors ils l'ont fait en partenariat avec une dizaine de communes. Et du coup, dans le champ, c'est-à-dire que le chiffre aujourd'hui donne pratiquement 1150 possibilités qui ont été offerts aux jeunes d'avoir des emplois, n'est-ce pas, qui ont été dispatchés par une dizaine de mairies. Et si je prends cet exemple, c'est pour dire, s'il faut aller dans continuer à aller dans cette allure pour couvrir les 360 mairies qui aujourd'hui, bénéficiant même de cette loi sur la fiscalité locale, auront un budget un peu plus élevé, je crois que ça entrera dans les pistes d'absorption, n'est-ce pas, de ces jeunes qui sont en chômage. Donc pour dire tout simplement que le problème de chômage, il est criard et il n'y a même pas à faire débat là-dessus. Nous comprenons que l'État se bat à faire ce qu'il fait, mais je dis tout à l'heure que revoyons également, questionnons-nous nous-mêmes, il faut que nous fassions notre propre introspection. Nous, les populations, à ce qui concerne l'orientation de nos enfants, quel est le conseil que nous donnons à nos enfants, qu'est-ce que nous permettons, parce que j'ai constaté, j'ai vu un lot de projets, n'est-ce pas, tourner, rester pendant longtemps au niveau du ministère de la Jeunesse, et j'ai posé la question, mais pourquoi il y a tout cette pléthore de projets alors qu'il y a un tas de jeunes au chômage? Or, le communiqué lancé, les jeunes ne venaient pas présenter des projets montés pour solliciter des financements. Et on je vais vous passer la parole. Vous allez voir. Je vous le dis. Et je mets à défi même vous partez dans les ministères chargés des emplois. Merci, M. Je vous passe la parole tout à l'heure. Le temps pour quand même permettre à nos téléspectateurs aussi de réagir. Alors, François Hutte nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Il dit: la Côte d'Ivoire a été divisée en deux pendant 10 ans. En 2009, au plus fort de la crise en Côte d'Ivoire, le budget du Cameroun était supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. En 2025, le budget de la Côte d'Ivoire sera de 15 000 milliards de francs CFA et celui du Cameroun sera de 7 000 milliards. Alors qu'en 1982, le Cameroun était un pays à revenu intermédiaire. Jugez vous-même de la compétence des dirigeants. Et la personne pose la question: sur quelle planète vit François Bikoro? Il dit donc, François Bikoro lui-même ne sait pas ce qu'est le plan triennal jeune, mais il vient
blablater anti-Zamba. Bon, c'est lui qui écrit anti-Zamba. Bon, j'informe à Monsieur Feudieu qu'en 2009, au plus fort de la crise en Côte d'Ivoire, le budget du Cameroun était supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il avait déjà dit cela entre-temps. Et il dit... Il veut qu'on débat sur la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Non, Il connaît les dettes de la Côte d'Ivoire en ce moment. Merci. Et puis il dit, un moulin avant... Un député n'a pas science infuse. A-t-on besoin d'attendre un député pour savoir qu'il y a chômage massif et plus de 10 millions de Camerounais ont moins de 600 francs CFA par jour? Ok. Autre réaction, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'ai suivi votre débat et les propositions des uns et des autres, mais tout ce discours est éducatif, mais ne tient pas compte des faits sociaux. Moi, je suis vétérinaire non intégré et informaticien, mais sans emploi malgré les propositions des projets d'élevage et en informatique dans différentes structures étatiques qui sont restées stériles jusqu'ici. Donc, je suis dans l'informel, dont les impôts ne nous laissent même pas juste pour nourrir ma petite famille. C'est Paul Germain qui nous écrit. Autre réaction reçue. Bonsoir et bonne émission à vous. Je vous écoute et je voudrais dire à Monsieur Feudieu et Bikoro d'éviter la langue de bois. L'État a mis sur pied de nombreux projets pour l'appui de l'emploi jeune, mais il est important de noter que ces projets Pagère U, Piassi, entre autres, souffrent d'un manque de suivi et d'évaluation, ainsi que des détournements massifs. Le FNE s'est spécialisé dans les détournements des projets et les appuis dirigés. Le chômage des jeunes est une réalité et on n'a pas attendu la sortie des députés pour en être conscient. Vous parlez de 25 000 jeunes. Il est important de noter qu'il y avait 31 000 dossiers, 315 000 dossiers recensés à cette époque, en 2011, que l'État se retrouve les manches et que les membres du RDPC laissent donc la Libye de la crise économique des années 80 et Banga Thierry depuis Yaoundé. Et puis l'autre réaction, Jules de Douala nous écrit: bonsoir le plateau, l'argent mis en place pour l'emploi des jeunes a été détourné. Le Fonds national pour l'emploi existait déjà pendant la Première République. La crise économique dont le communicant du RDPC nous parle là n'était pas dans d'autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, par exemple. La politique mise en place pour l'emploi des jeunes a lamentablement échoué, toujours à la défensive. D'autres pays africains avancent et le Cameroun marche à reculant. Jules de Douala, il y en a d'autres, on ne peut pas tout lire. Voilà. Je viens d'ouvrir Google. Voilà. Le mensonge n'est pas bon quand il n'est pas cohérent. Google. Le plan triennal jeune a 14 ministères. Oh, plan triennal jeune. C'est distribué dans divers. 14 ministères. C'est parce qu'on n'a pas le temps pour le lire. Vous faites l'évaluation de quoi? Non. Dans quel secteur? Dans les 14 ministères, il y a le secteur privé qui s'ajoute. Tous les directeurs généraux des fonds s'y ajoutent. Donc nous faisons aussi pour le ministère de la Jeunesse et Sport. Mais je vois l'agriculture, je vois ceci, je vois ceci. Tous ces gens-là travaillent pour que le plan triennal avance. Moi, je crois que le problème est la date de début et la date de fin. Pour la date de début et la date de fin. Si un projet est il ne faut pas, on ne peut pas aboutir les Camerounais. On ne peut pas. J'ai dit dans mon entame ici, quand je parlais du plan triennal jeune, que les ministères qui étaient spécialisés ou qui avaient en charge
de pouvoir implémenter ce projet ont échoué. Et j'ai cité quelques ministères, j'ai cité le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Jeunesse et le ministère de la Formation professionnelle. Les autres ministères, qui est le MINIPIA également, parce qu'il y avait celui qui a parlé de vétérinaire, c'est moi qui parlé citais avant que les j'ai pris. Monsieur, vous êtes deux du RDPC, laissez-moi vous savez, ce que je dis, c'est pour aider les Camerounais. Ne parce que m'occupez pas la parole parce que vous êtes vous du cherchez à aboutir les Camerounais. Non, c'est pas vrai. On ne peut pas s'occuper. Non. Je peux passer. Permettre de J'arrête ça, il a dit. J'arrête ça, non, monsieur Omba. J'arrête ça une fois pour vous. Je ne vais jamais dans les plateaux où les gens m'insultent. On ne vous a pas insulté. Non, je vous dis, je vous le dis à Mondo Vision. Je méprise le genre de personnes qui, quand ils n'ont pas d'argument, ils posent des mots d'invective. Je ne marche pas. Monsieur, non, je vous dis, si vous le répétez, je vais... Non. Je suis réfractaire. Si je non, je suis désolé. Je suis réfractaire à ça. Je suis désolé. Moi, je suis pas mal. Avant d'être du RDPC. Moi, je suis pas mal. Maintenant, je vais vous dire. Avant d'être du RDPC, allez dans Google. Vous saurez qui je suis. Avant d'être du RDPC. On n'a pas besoin. Non, s'il vous plaît. C'est important. Vous ne pouvez pas dire que parce que je suis du RDPC, je suis devenu bête. Vraiment. Il s'agit de quoi, là, monsieur? Mais vous savez même qu'est-ce qu'il vous parle? Vous ne savez même pas. Vous savez mieux que moi. Vous ne savez même pas. C'est un vous ne pouvez pas dire que parce que je suis du RDPC, je vous le dis, monsieur. Quand je parle du plan triennal, parce qu'on a pensé à un moment donné que c'était ça. tout à l'heure. Oui, monsieur. Ok. Qu'est-ce qui vous parle? Non, mais ne comptez pas. On a des co-panélistes. Vous pouvez me je ne suis pas co-panéliste. Je suis co-panéliste. Monsieur Bikoro. Non, je ne veux pas dire que moi j'ai en horreur. Des gens qui sans argument, c'est vrai que vous dites que vous insultez ça sur le plateau. Ça vous même nous filmer. Non, vous nous écouter. Lionel, quand même. Comment? Quand même. Ça fait 5 minutes. Ok, quand même. On se calme. On se calme. Voilà. Non, il n'y a pas d'appel, s'il vous plaît. On ne prend pas les appels. François Bikoro, vous avez la parole. Vous allez... C'était important. Vous savez que quand vous m'appelez, je vous dis toujours qui est sur le plateau. Non, mais il y a une notoriété internationale. Je ne marche pas dans ce niveau-là. Si j'ai enlevé le ton, c'est parce que je n'ai pas ma notoriété qui n'a rien à voir avec mon appartenance au RDPC. Ok. Voici le monsieur qui représente le RDPC sur le plateau. Je suis toujours honnête. Vous le savez très bien. Est-ce qu'on le savait? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Je vous un militant du RDPC ou du SDF. Alors, ne vous enlèvez pas les prérequis pour lesquels vos parents vous envoient à l'école. François Bikoro, nous allons dire quand vous disiez que comme je suis du RDPC, ce sont les bêtises que je dis. Je ne marche pas. Je vous ai jamais dit ça. J'arrête. Peut-être que... Non, je ne me répétez plus jusqu'à la fin. On vous a suivi. Le temps pour vous, de vous. Nous allons, je reviens à vous tout à l'heure, vous allez voir. Alors, Vincent, vous avez suivi les uns les autres, hein, et puis maintenant, il y a ce sous-emploi, il y a ce chômage. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sortir, n'est-ce pas, de ce chômage-là? Tout le monde a reconnu sur ce plateau, il y a du chômage au Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Merci pour la relance. N'est-ce pas, il faut déjà d'abord comprendre que c'est très déplorable au Cameroun. C'est-à-dire dans la mesure où les jeunes qui sont porteurs de pleine énergie dans le cadre de la maximisation, que ce soit pour la productivité dans nos différentes entreprises, se retrouvent en majeure partie dans le cadre de ce chômage-là. Donc véritablement, c'est très déplorable. Parce que vous allez remarquer que les jeunes de moins de 45 ans, ou tout au moins les jeunes diplômés de 25-35 ans, représentent plus de 14% du chômage en toute globalité. Or, par contre, les jeunes de moins de 45 ans représentent plus de 30% par rapport à ce pourcentage. Donc, et si même nous rentrons, n'est-ce pas, dans le cadre de l'organisation internationale. Sans compter, oui, peut-être dans le cadre de l'organisation internationale, un chômeur, celui-là qui a une formation, mais qui reste sans emploi. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de formation et qui ne travaillent pas également. C'est ce qui donne peut-être l'impression d'avoir un taux de chômage très élevé.
Excusez-moi, c'est un peu paradoxal ce que vous dites, parce que, n'est-ce pas, il faut observer que dans notre pays, en majeure partie des jeunes, les jeunes qui travaillent au Cameroun, la majorité même ne devraient pas travailler ou bien ne devraient pas occuper les postes qu'ils occupent. Parce que les véritables prétendants travailleurs au Cameroun sont même à la maison. Donc c'est terriblement déplorable. Et aussi, je vais vous révéler qu'on ne sait pas. Comment ça, soyez un peu plus explicite, parce que vous avez estimé que ce que je disais était paradoxal, et vous estimez que ceux-là qui sont nommés, qui sont dans les bureaux, et ils sont à la maison. Oui, pourquoi? Parce que on ne sait pas comment est-ce que certaines sociétés parapubliques ou publiques font pour recruter au Cameroun. Je vais par exemple vous citer le cas de la Sonara, le cas de la SNH, le cas de la RNT. Le cas de la RNP, oui, globalement, ces sociétés-là, on ne sait pas comment est-ce qu'ils font véritablement pour recruter. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, le jeune ne parvient pas vraiment à se retrouver, n'est-ce pas, sur le plan de démarquage. Mais bon, reste à vérifier. Oui, s'il vous plaît, il reste à vérifier que ceux qui sont recrutés ne méritent pas ce recrutement-là. Parce que lorsque vous avez dit que c'est un peu contradictoire, je voudrais bien savoir, paradoxal ce que je disais, mais si vous estimez que ceux qui doivent travailler sont à la maison, et que ceux qui travaillent ne méritent pas, ça c'est un autre débat. Véritablement, peut-être la méritocratie, je n'en sais rien et je n'ai pas de preuve que ceux-là qui sont recrutés ne méritent pas travailler. Lionel. Je voulais dire quelque chose. Non, Lionel. Alors, Lionel ne m'a pas refusé la parole. Lionel, bon, ok, non, je voulais dire une chose qu'il faut qu'on se comprenne bien. Nous ne sommes pas ici même pour expliquer que des emplois qu'il y a eu, il n'y a pas eu. Nous sommes dans le débat de il y a le chômage. Et j'ai commencé par reconnaître, vous dire qu'il y a vraiment le chômage. Et j'ai même pris des exemples que, au-delà de l'accumulation, si je vous prends un exemple simple que chaque année, on a au moins, je prends juste la moyenne, 20 000 bacheliers au Cameroun. Si on a 20 000 bacheliers au Cameroun, et qu'on a même la possibilité d'absorber 500 quelque part, vous convenez avec moi qu'on n'a rien fait. Et même s'il faut prendre l'exemple des sociétés qu'il vient de dire, SNH, CNPS, moi j'ai souvent dit de ne pas masturber les esprits des enfants avec ces histoires-là. Si la CNPS même lance un concours ou bien la CSPH officiellement, est-ce que chaque année ils vont absorber 500? Est-ce qu'ils vont absorber 20? Est-ce qu'ils le font alors? Non, supposons qu'ils le fassent. Est-ce qu'ils absorberont même pas des faits? Donc, pour dire, moi, j'ai été très admiratif à ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'est des affirmations qui sont faites, mais qu'il n'y a pas de preuves. Okay. Mais je voudrais tout simplement dire aux jeunes qu'on laisse de leur, n'est-ce pas, de leur décourager avec cette histoire que la CSPH, le CC, ce n'est pas ça l'emploi. Okay. L'emploi, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, de se faire une orientation dans un domaine qui peut vous permettre de faire quelque chose. On vous a suivi, merci. Quand vous passez une journée, vous allez voir qu'un plombier, il réussit ne serait-ce qu'à changer son robinet, il vit avec, même si c'est un sous-emploi. Donc, essayez de vous orienter tel que ça vous apporte quelque chose. Que les parents essaient d'aider les enfants, surtout dans ce sens. Et que les enfants s'écriturent. Parce que j'ai dit quelque chose tout à l'heure que le copanéliste n'est pas d'accord, mais je l'invite dès demain à aller voir. Les enfants, il y a des offres que la plupart des jeunes ne cherchent même pas à connaître. La plupart des jeunes, j'ai pris l'exemple du Fonds national de l'emploi. Ça devait être bondé du monde que vous partez là, vous voyez des jeunes qui cherchent. Mais vous voyez, chacun reste dans son coin et se dit non, il y a pas. On vous a suivi là. Donc il faut. Alors, on vous a suivi. Charles Apollinaire, je voudrais d'abord m'excuser. Je voudrais d'abord m'excuser à tous les panélistes sur le plateau pour les éclats de voix et plus particulièrement mon cher aîné. C'est pas mon habitude. J'étais surpris là. Et j'étais très surpris. Il y a des débats qui peuvent susciter l'émotion. Et je suis vraiment désolé, chers grands frères, et à nos téléspectateurs. Ceci dit, je crois que le ministère
de l'emploi et de la formation professionnelle a été mis sur pied pour pallier ce problème. Et on savait, moi j'ai fait des consultations. À cette époque, j'étais dans la tranche jeunesse et c'est nous qui faisions des consultations avec des propositions pour la mise sur pied de ce ministère et les directions concernées. À la fin, qu'est-ce que le ministère devait faire? Promouvoir la création des centres de formation professionnelle agréés privés qui devaient délivrer aux apprenants, qu'ils aient de diplôme ou pas. Ils le font. Ils font une formation professionnelle et à la fin, on les délivre soit un CQP ou un DQP. Voilà les diplômes qui étaient destinés à cela. Pour parler au problème où vous avez dit, il y en a qui n'ont même pas de diplôme et qui chôment et tout ça. Parce qu'on avait pensé avec le BIT que, comme la loi internationale dit, il faut donc les amener à se professionnaliser et à faire quelque chose pour pouvoir trouver un emploi ou s'auto-employer. C'est ça. Maintenant, on a le Fonds national de l'emploi qui avait pour mission de répertorier les emplois dans des services publics, parapublics et les services privés et des projets et faire des placements. Mais je peux vous dire que 80% des jeunes qui sont allés déposer leur dossier là-bas ont été déçus. Au point où il n'y a plus cet engouement-là. Mais il y a quand même 1% je ne suis pas quand même 100% négatif. Quand on met sur pied un programme ou une institution comme le Fonds national de l'emploi, on doit mettre le mécanisme de distillation de l'information. Beaucoup de Camerounais ne savent pas que le Fonds national de l'emploi existe. Parce qu'il n'y a que 10 bureaux régionaux et un bureau national. Nous avons des départements, nous avons des communes. Et les jeunes ne sont pas seulement des jeunes urbaines. Il faut aussi prendre en compte les jeunes de la zone rurale. Et ce sont ces jeunes-là qui quittent la zone rurale pour faire l'exode en zone urbaine après les examens, notamment le bac. Parfois, un an à l'université, ils deviennent ce qu'on appelle en anglais des hawkers, donc des débrouillards devant à la sauvette des ceci. Pourquoi? Parce que les aînés qui étaient devant ont eu la licence et passent le temps encore au quartier Bonas, ils n'ont pas encore déménagé. Certains sont encore même en master, en doctorat, mais ils sont toujours là à faire des photocopies à 300 au niveau. Donc, je pense que aller construire au quartier et venir rester à Bonas. Je pense que on a un réel problème, c'est le problème des orientations, des ressources que nous avons pour pallier à ce problème. En dehors du projet, du plan triennal jeune qui a été mis sur pied, pourquoi est-ce que le plan triennal jeune arrive? C'est parce que le chef d'État se rend compte qu'il y a plus d'une dizaine de ministères qui s'occupent du problème de l'auto-emploi des jeunes et il y avait des budgets. À cette époque, le coordonnateur du PAGEU qui suscite la création de ce plan se retrouve en prison parce qu'il a englouti des milliards. Un programme qui était destiné à rendre les jeunes à s'auto-employer. Le projet PICMAS, on a vu des gens passer au TCS pour les détournements en série. Le PIACI également, qui a vu à la tête un coordonnateur aujourd'hui, je ne sais pas comment décrire ça, mais on ne le ressent pas. Et vous savez, je vais dire quelque chose, Charles Apollinaire. On peut aider les jeunes, on peut vouloir aider les jeunes, mais continuer à les abrutir. Un jeune ne peut pas avoir un projet de 5 millions de francs. Vous lui donnez 2 millions. Comment est-ce qu'il va pouvoir implémenter ce projet? Amener ce jeune à refaire un business plan, à refaire un business plan qui est au coût ou qui est au montant que vous pensez pouvoir lui donner. Quand vous donnez la moitié ou un quart du montant demandé à ce jeune, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur Boza, vous savez ce que ça veut dire Boza? Il prend la route pour l'Europe. Il prend la route d'Italie pour l'Europe. Il faut le dire, il faut le dire. Problème là, il faut le dire. Quand on dit qu'on ne voit pas les résultats, ça ne veut pas dire qu'on a volé tout l'argent. Il y en a qui ont pris. Certains ont pris et ils sont là et ils ne font rien. Ok. Je rappelle aux téléspectateurs vraiment, je ne prends pas les coups de fil, s'il vous plaît. Il n'y a pas de coups de fil. Bonsoir tout le monde. N'Djamène depuis Banganté. J'ai constaté, chez nous, on fait les débats chaque jour, mais rien n'est fait. Autre réaction reçue. Bonsoir
Monsieur Omba, j'ai beaucoup d'admiration pour des personnes qui trouvent de l'énergie et du courage pour défendre le RDPC. Il suffit de suivre les SMS des téléspectateurs pour comprendre que le régime en place à Yaoundé a lamentablement échoué. Simon de Yaoundé depuis donc Nkwabang. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites à monsieur François Bikoro d'arrêter. Le monsieur explique un sujet qu'il ne maîtrise pas. Où est l'injure? Nous sommes dans un pays où les sociétés d'État ont été fermées ou alors sont presque toutes déjà asphyxiées. L'industrie embryonnaire est surtaxée. Plus de la moitié des supposés travailleurs sont dans l'informel. La précarité qui en découle est l'insécurité liée à ce manque d'emploi gangrène donc la société sous tous les points. Qu'est devenu le Pageur U, le Piassi, etc. Que l'État nous crée des industries et baisse des impôts pour les PME et les choses pourraient être peut-être aller dans la bonne direction. Hans depuis Berthois et puis nous prenons l'autre. Bonsoir le plateau. Comment vous pouvez faire un plateau avec seulement les membres du RDPC? Regardez le spectacle que ces gens offrent au monde entier. Je rappelle que non, il n'y a pas que le RDPC sur ce plateau. Et la personne qui représente le RDPC, c'est monsieur Feu-Dieu. Monsieur Bikoro vous le dit, il n'est pas il est du RDPC, mais il ne vient pas là. Est-ce qu'on est en train de parler du RDPC? Et nous parlons, c'est un peu cela. Le débat, il est un peu plus. C'est ce qui est là. Nous tous, nous reconnaissons qu'il y a un problème. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que ce problème existe et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Autre réaction, toute activité pour sa réussite a besoin du suivi et de l'évaluation. Monsieur Bikoro François n'a pas à s'énerver. C'est une palissade qu'il est du RDPC et tous savent que le plan triennal est interministériel, mais la catastrophe gouvernementale est le premier goulot d'étranglement à la réussite de ce plan, car un tel plan qui pourrait apporter une réponse efficiente au problème du chômage est plombé par le manque de cohésion administrative et interministérielle. Merci à vous, cher Ebanga. Et puis, merci. Il y a beaucoup de messages que ce sera difficile de tous les lire. Alors, un mot en 30 secondes pour chacun, vu le temps, parce qu'il faut quand même amorcer quelque chose. François Bikoro, la situation, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour les jours à venir? D'abord, quand on veut débattre, il faut sérieux sur quoi on débat. On débattait sur le fonds triennal jeune. On ne débattait pas sur un régime qui est monté, qui est descendu. Le plan. Non, plan triennal jeune. Et voici ce qu'on dit du plan triennal jeune. Parce que comme moi, je préfère lire ce qui est écrit. Le plan triennal jeune a pour ambition d'organiser la rencontre entre les demandes des jeunes en matière de formation civique, d'insertion sociale, de promotion économique et les offres proposées par les programmes gouvernementaux et non gouvernementaux. Voilà ce qu'est le programme spécial jeune. Il n'y a pas un autre, c'est ça. Créer des endroits où les jeunes peuvent être face à des offres et du secteur privé et du secteur public. Si on voit donc faire un débat évaluatif, c'est de poser la question de savoir si les 300 boulangeries que je vois dans mon quartier à Yaoundé absorbent les jeunes, puisqu'elles font partie de ce plan. Si les hôtels que je vois partout à Yaoundé absorbent ces jeunes. Parce qu'il s'agissait de mettre en contact les jeunes et les offres qui sont mises sur la place. Maintenant, ce qui est évident, c'est qu'à la fin du plan, d'abord, on doit identifier ceux qui étaient concernés par le plan, tant pour ceux qui gèrent le plan et ceux qui sont bénéficiaires du plan.
Et dans ce sens, on se rend à l'évidence qu'il y a des jeunes qui ont été en face des offres, qui les ont prises soit par dépit, soit parce qu'ils étaient en situation de les prendre. Quand vous allez dans une boulangerie à Yaoundé, vous voyez que le même jeune qui vous vend le pain, c'est lui qui balaie. Le même jeune qui vous vend le pain, c'est celui qui va faire. Ça veut dire que l'emploi là, il y a certainement emploi, mais c'est un emploi par dépit. Et là, on revient donc à le mot formation professionnelle dont on faisait allusion tout à l'heure. Je vous ai dit que quand moi je parle des pays africains, je ne m'arrête pas aux questions des nationaux. Je rentre en arrière pour me rendre à l'évidence que les problèmes d'ajustement structurel ont désossé complètement toutes les politiques qui ont été mises en place par les pays africains à un certain moment. Je peux aller dans la politique professionnelle et je vous ai dit, quand nous fermions le port, le seul de toute l'Afrique centrale, pour des questions politiciennes, 90, 91, 92, faites dire toi et tes amis, vous disiez que vous allez récupérer ça comment? C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des questions sur lesquelles on peut. Maintenant, je termine par les solutions. Le même gouvernement et la conjoncture ont dit qu'il faut décentraliser. Parce que parfois, la déperdition vient du fait que celui qui donne et celui qui suit est au rond-point central. Le temps qu'ils reviennent vers les périphéries, ils trouvent que ça n'a pas marché. Est-ce que la décentralisation ne peut pas jouer ce rôle? Puisque c'est grâce à ça que nous sommes en train de faire un débat ici. C'est-à-dire que les gens qui sont avec la base chaque jour doivent empêcher le point central de Yaoundé d'investir uniquement sur Yaoundé, Douala et Bafoussam. Nous en parlons depuis. Et les programmes d'ajustement structurel ont justement mis en rade les secteurs les plus productifs d'emploi. L'éducation, la santé, l'agriculture. C'est les secteurs dont on a dit à l'État de ne pas s'en occuper. On leur a mis les secteurs où on dit que quelqu'un a fait, l'ordinateur a fait quoi, machin, truc. Alors que les secteurs qui absorbent le plus d'emplois, si on y met les moyens, c'est les secteurs dont je viens de dire. Allez donc convoquer ces secteurs. Je vous ai dit que quand M. Mvonga a créé cette télévision, c'est un créateur d'emplois. Il fait le travail que l'État n'a pas pu faire. Il faut donc ces 102 milliards, si on se rend compte qu'ils n'ont pas servi, première génération, ce n'est pas là où c'est parti, il y a les créateurs d'emplois. Prenez cet argent, venez donner en vente, vous avez 10 employés, ajoutez-nous 30 employés, et là ce sera professionnel. Là ce sera professionnel. Parce qu'on ne recoute ici à la télévision que les gens qui sont passés là où on apprend les métiers de la télévision. Il y a aussi les balayeurs. C'est des métiers. Voilà. Il faut dans une autre publication. Voilà. Oui, Lionel. Alors, nous sortons, Charles, ce qui a lieu de faire. Je crois que les solutions. On a été abondamment clair au courant de notre émission de dire que la responsabilité est aux institutions et aux ministères qui sont obligés de pouvoir former et faire s'auto-employer ces jeunes. Parce que le gouvernement à elle seule ne peut pas absorber ces jeunes qui sont dans la rue. Surtout les fonctionnaires. Il y en a qui meurent dans la Méditerranée chaque jour parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils ont fait des demandes et n'ont pas pu le faire, n'ont pas pu avoir un boulot. Moi, je ne conseille pas. Je ne conseille pas à un jeune de prendre la Méditerranée parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas pu avoir un boulot. Moi, Charles, depuis que j'ai fait mes études, j'ai arrêté. J'ai jamais fait un concours. J'ai jamais fait une demande à la fonction publique. J'ai commencé par un petit commerce et aujourd'hui, j'ai créé un emploi où j'ai plus de 20 employés. Formidable. Ce qui fait que ça mérite d'être applaudi. Beaucoup de jeunes doivent apprendre à se faire former. Et il y a des formations qu'on peut faire sur le tas. Je dis, il y a des formations qu'on peut faire sur le tas et s'en sortir dans sa vie avec ça. On ne doit pas seulement attendre que l'État fasse ce travail. Déjà que on est très nombreux qui avons besoin des emplois. Si nous ne créons pas des emplois ou si nous ne faisons pas si nous ne cherchons pas à nous auto-employer, on aura toujours ce problème-là. Que le ministère qui est en charge de la formation professionnelle plus travailler davantage et donner la latitude à ces centres de formation professionnelle d'avoir les agréments, parce que c'est aussi difficile d'avoir les agréments. Et il y a ce qu'on appelle les métiers porteurs. Le grand frère venait de dire tout à l'heure. Il y a la santé, l'éducation et l'agriculture. Que vraiment, il y a un accent qui est mis sur ça. Le ministère de la Jeunesse a commencé un programme tout récemment qu'on appelle les villages pionniers, où l'agriculture est en train d'être, on apprend l'agriculture et la pisciculture et bien d'autres aux jeunes. Mais je me dis, si ces jeunes-là sortent de là et ne parviennent pas à s'auto-employer,
Que va-t-on faire d'eux? Ok. Qu'est-ce qu'on a pensé à ça? Merci à vous Lionel. Benoît Feuilleux, nous sommes là en termes de solutions. Certainement, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ils ont du pain sur la planche quand même. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Non, sans toutefois revenir sur ce que les autres ont suffisamment dit, je pense que aujourd'hui, nous sommes dans l'étape réelle de la décentralisation. Et la décentralisation est porteuse d'espoir en termes d'emploi des jeunes. C'est pour cette raison que d'entrée de jeu ici, je suis revenu me réjouir aujourd'hui de la loi sur la fiscalité locale qui pourra ajouter considérablement le budget des communes afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir cette possibilité. Il faut soutenir l'entrepreneuriat local. Il faut faire des formations ciblées. Ça, je reviens sur les formations ciblées. C'est quoi formation ciblée? Il ne faudrait pas seulement qu'on crée des centres de formation ou des institutions de formation formées pour former. Parce qu'aujourd'hui, on a ce problème-là qui court dans nos cités. Vous voyez, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les espèces qu'on appelait instituts privés d'enseignement supérieur, qui se dit maintenant institution d'enseignement supérieur. Vous voyez, on forme dans les métiers, vous voyez matelot, vous voyez capitaine pêcheur. Par moment, je me pose la question. Lorsqu'on est dans une épaisse à Yaoundé ou en Gambie, on est en train de former sur le capitaine pêcheur, les matelots, les marins, quoi. C'est pour faire la pratique aussi. Il faut qu'on n'est-ce pas, on va dans la logique de Lionel Baïdouin, dans le système anglais, qui est l'alternance, apprendre en pratique de Lionel Baïdouin. C'est qu'il pratique ça comment. Et même quand ils finissent la formation, c'est pour se faire employer où? Dans les métiers ciblés. Nous avons dit ici que on ne simplifie pas de métier, pourvu qu'on le fasse normalement. Et que l'État aussi, nous avons suffisamment dit que le problème de gouvernance est capital. Il faut être regardant sur un ensemble de choses. Parce que nous parlons aujourd'hui de chômage. Il y a des métiers il y a des postes qui sont encore bien confisqués par les Camerounais. Nous avons le temps d'aborder le second sujet. Vous allez voir de quoi je parle. Quand on fait, n'est-ce pas, un comptage physique et on repère au moins 3500 postes. Le blague a disparu dans la boutique. Au moins 3500 postes détenus par les Camerounais alors qu'ils n'exercent pas. Merci. Le blague finit dans les boutiques. C'est pour ça que j'ai parlé de ces... Les blagues finissent. Donc vraiment, merci en exerçant une certaine discipline, en amenant nos enfants à comprendre cela, ils peuvent arriver. Qui ne regardent pas qu'on vient nous parler. On vous a suivi. Est-ce que notre système éducatif n'est pas à la base, ne connaît pas un problème à ce niveau? C'est-à-dire plus tard, comment est-ce que les gens se forment? Est-ce que cette école-là est adaptée à l'environnement? C'est-à-dire, en sortant de là, est-ce qu'on peut commencer à travailler? Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau? Écoutez, monsieur Omba, il y a un véritable souci à ce niveau. C'est-à-dire, vous allez observer qu'il y a une sorte d'inadéquation entre les formations académiques ou professionnelles et le monde de l'emploi. Voyez-vous, vous allez remarquer qu'il y en a des jeunes aujourd'hui qui se font former soit dans ces écoles de formation-là, des écoles de formation agricole par exemple, comme je vais vous prendre le cas de l'EPA, l'école pratique agricole de Bingela. Vous allez voir que dans ces écoles-là, les apprenants sortent véritablement avec des bonnes formations. Mais cependant, ils n'ont pas de mesures d'accompagnement assez suffisantes. Ce qui fait que, quoi qu'il en soit, on a des subventions qu'on dote dans chaque plan quinquennal, mais ces subventions n'arrivent pas souvent beaucoup plus à bon port. Ce qui fait que c'est vraiment un désarroi et c'est pourquoi vous allez voir que le secteur informel qui maintenant a quand même la capacité de récupérer la majeure partie de ces jeunes-là qui se retrouvent à 89% dans des canaux
dans des canaux du secteur informel. Et ce qui est véritablement important, ce qui veut dire que si les dotations de ces subventions-là arrivaient même à bon port, je crois que le Cameroun, ce serait un pays en explosion économique de façon très favorable. Okay. Donc vous comprenez avec moi que parfois ces ressources-là sont dotées et que ces dotations-là sont souvent désorientées par un certain nombre d'individus. Ok, vous avez certainement un problème avec la gouvernance. Depuis là, merci à vous tous. Nous n'allons pas parler ce soir des 1172 agents, le personnel de la fonction publique. Pardon? Ce thème était très important. Oui. Non, ils vont libérer l'argent qui vont permettre à l'État de... C'est tout. Parce qu'on parlait tout à l'heure, quand on prend les jeunes, les 25 000 là, les gens sont allés enlever leurs enfants en Europe pour venir prendre les places des enfants qui sont restés ici au pays. Et ces enfants avaient des bouts de 300 000 à la fin du mois. Dès qu'on leur a proposé les 121 000 ici, ils sont repartis, mais avec des matricules. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, qu'avec cette opération de comptage de ça nous a permis de récupérer. Ce sont les enfants qui sont allés en Europe. Ils doivent revenir le jour où on est passé à l'opération. Et les 3500 places libérées, on est sûr qu'il reste encore comme ça. La première était programmée. On ira dans la recherche. Ok. En fait, c'est les enfants des grands qui sont en train de continuer les études en Europe. Ils ne peuvent pas être là à l'opération inopinée. Quand on a vécu l'opération avant, ils ont le temps de prendre l'avion pour venir le matin, finir. Mais là, le ministre des Finances, il faut le féliciter, et a fait des opérations inopinées. Il faut on constate simplement qu'ils sont pas là. Oui, ils sont déjà un peu plus de 3 000, 4 000. Donc, il faut seulement lancer un nouveau recrutement maintenant pour suppléer. Donc, il a même été lancé par le Premier ministre. Voilà, les 900. Merci à tous et merci à la régie, merci à ceux-là qui nous ont servi au niveau, n'est-ce pas, de la réalisation de cette émission. Retrouvez l'information à Info TV tout à l'heure lorsqu'il sera 19h, ce sera en langue anglaise et puis en français, ce sera à partir de 20h. Ne manquez pas le débat avec Madame Ilouga, ce sera à 21h un autre débat. D'ici là, restez scotchés Info TV. On se retrouve très bientôt. Au revoir.